Je m'appelle Thierry Dubois, et si vous m'aviez croisé ce jour-là, vous n'auriez rien remarqué. C'est exactement ce que j'avais appris à faire pendant 56 ans. Passer inaperçu. Rester dans l'ombre des choses que j'avais construites. Mais ce jour-là, dans les cuisines d'une salle de réception à Bordeaux, assis sur une chaise en plastique blanc avec un bout de papier scotché au dossier qui disait simplement « Réservé ». Père. J'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. On peut donner sa vie entière à quelqu'un, et cette même personne peut vous faire asseoir derrière une porte de cuisine le jour le plus important de sa vie, en espérant que personne ne vous voie. Je vais reprendre depuis le début, parce que cette histoire mérite d'être racontée dans l'ordre, avec tout ce qu'elle contient. Il y a 30 ans, j'étais un jeune homme de Lyon avec un rêve modeste et un petit hangar loué à la sortie de la ville, du côté de Vénissieux. Je fabriquais des pièces métalliques pour des machines industrielles. Rien de glorieux. Des vis, des supports, des pièces d'assemblage que personne ne remarque jamais, mais sans lesquelles aucune usine ne peut tourner. J'avais épousé ma femme Sylvie 2 ans plus tôt, et nous vivions dans un petit appartement, au-dessus d'une boulangerie, où l'odeur du pain chaud montait par les fenêtres tous les matins avant 6 heures. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que j'ai remarqué quelque chose. Ce que je viens de vous raconter, je ne l'avais jamais dit à voix haute à personne, pas même à mon propre fils. Et vous êtes là, ce soir, à écouter un vieux bonhomme vous parler de sa vie. Ça me touche plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Votre ville, votre région, votre pays, peu importe. Laissez-le dans les commentaires, je les lis tous, un par un. Et si c'est tard chez vous, si c'est le genre de nuit où le sommeil ne vient pas facilement, sachez que je comprends ça mieux que vous ne le pensez. Mettez un pouce bleu si ce que je raconte vous parle. Abonnez-vous, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Maintenant, je reprends. Sylvie travaillait comme institutrice dans une école primaire du quartier de la Guillotière. Elle rentrait le soir avec des histoires d'enfants, des anecdotes qui me faisaient rire après des journées entières, passées à négocier avec des fournisseurs qui ne croyaient pas qu'un jeune homme de 26 ans puisse tenir ses engagements. J'avais hérité de mon père un certain sens du travail bien fait et de ma mère une certaine discrétion. Elle disait toujours qu'un homme qui parle beaucoup de ce qu'il possède est un homme qui a peur de le perdre. J'ai gardé cette phrase toute ma vie. L'entreprise a grandi lentement. Pas d'un coup, pas par miracle. Chaque contrat était négocié avec soin. Chaque embauche était pensée avec sérieux, parce que je savais ce que signifiait donner du travail à un homme qui en avait besoin pour nourrir sa famille. Nous sommes passés d'un hangar à un petit atelier, puis à une véritable usine avec 2 lignes de production, puis à une entreprise qui employait plus de 200 personnes dans la région lyonnaise. Je fabriquais désormais des équipements industriels complets, vendus dans toute la France et au-delà de nos frontières. Mais voici ce qui compte vraiment dans cette histoire. Et c'est un moment que je porte en moi depuis 30 ans exactement. Au début des années 1990, j'ai reçu un appel d'un homme que je connaissais à peine, un certain Jean-Luc Moreau, qui dirigeait une petite entreprise viticole près de Bordeaux, dans le secteur de Pauillac. Sa société traversait une crise terrible, une mauvaise récolte, des dettes accumulées, des banques qui refusaient de renouveler ses crédits. Il était à quelques semaines de la faillite complète, et avec elle, la perte de tous les emplois de ses employés, des familles entières qui dépendaient de son entreprise depuis des générations. Je me souviens encore de sa voix au téléphone ce jour-là. Une voix qui essayait de rester ferme mais qui tremblait légèrement sur certains mots, comme un homme qui sait qu'il est en train de perdre quelque chose de plus grand que lui-même. Il avait entendu parler de mon entreprise à travers un contact commun, et il espérait, sans grand espoir réel, que je pourrais lui accorder un délai sur une commande, ou peut-être renégocier certains termes qui l'aideraient à tenir encore quelques mois. Ce que j'ai fait ce jour-là, je ne l'ai jamais raconté à personne d'autre que Sylvie. J'ai proposé à Jean-Luc Moreau un contrat de fourniture à long terme, sur des conditions largement favorables pour lui, qui lui garantissaient des revenus stables pendant 5 années complètes. Ce n'était pas de la charité. C'était un pari calculé sur un homme honnête qui traversait une mauvaise passe. Et je crois profondément qu'un homme honnête mérite qu'on lui tende la main quand la vie le frappe injustement. J'ai demandé une seule chose en retour.
Que mon nom ne soit jamais mentionné publiquement dans cette affaire. Que ce reste entre nous, comme un arrangement d'affaires ordinaire, sans plus. Jean-Luc Moreau a tenu parole pendant 30 ans. Nous ne nous sommes revus que 2 ou 3 fois depuis, toujours brièvement, toujours avec cette reconnaissance silencieuse entre 2 hommes qui savent ce qui s'est réellement passé, sans avoir besoin de le dire à voix haute. Son entreprise a survécu. Elle a même prospéré, devenant l'une des maisons viticoles respectées de la région bordelaise. Il a gardé ses employés, il a élevé sa fille dans une maison qui n'a jamais connu la ruine que j'avais vue s'approcher de si près ce jour-là au téléphone. Je vous raconte cela maintenant parce que cette dette silencieuse allait, des décennies plus tard, dans une salle de réception à Bordeaux, se rappeler à moi d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais je vais trop vite. Laissez-moi d'abord vous parler de mon fils, parce que c'est vraiment son histoire, autant que la mienne. Nous avons eu Antoine 5 ans après notre mariage. Sylvie et moi avions presque perdu espoir d'avoir un enfant, et quand il est né, un matin de printemps à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie, ni avant ni après ce jour-là, jusqu'à récemment. Antoine a grandi dans une maison confortable mais jamais ostentatoire. J'ai toujours refusé les grosses voitures, les vêtements de marque, les vacances tape à l'œil. Je conduisais la même Peugeot pendant 15 ans et je continuais d'aller au marché du samedi matin acheter mes légumes comme n'importe quel homme du quartier. Je pense que cette discrétion a créé, sans que je m'en rende compte à l'époque, une sorte de fossé entre Antoine et la réalité de ce que nous possédions. Il savait que nous n'étions pas pauvres. Il voyait l'usine. Il voyait les employés qui me saluaient avec respect quand nous passions devant les grilles. Mais il ne connaissait pas les chiffres exacts. Il ne savait pas l'ampleur réelle de ce que j'avais bâti. J'avais choisi cette discrétion pour le protéger, pour qu'il grandisse comme un jeune homme normal et non comme l'héritier gâté d'une fortune industrielle. Avec le recul, je me demande si cette protection n'a pas fini par créer exactement le problème que je voulais éviter. Je veux marquer une pause ici, parce que je sens que certains d'entre vous, en m'écoutant, reconnaissent peut-être quelque chose de leur propre vie dans ce que je décris. Cette tension particulière entre vouloir protéger ses enfants et, sans le vouloir, les éloigner de la vérité, de qui on est vraiment. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Votre ville, votre région. Laissez-le dans les commentaires. Et si cette histoire résonne avec quelque chose que vous avez vécu vous-même, avec vos propres enfants ou avec votre propre père, un like m'aiderait énormément à faire connaître cette histoire à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin ce soir. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Je continue maintenant. Sylvie est tombée malade quand Antoine avait 23 ans. Un cancer du pancréas, diagnostiqué trop tard, comme c'est trop souvent le cas avec cette maladie silencieuse. Elle est partie 8 mois après le diagnostic, dans notre maison, dans notre lit, avec moi tenant sa main jusqu'au dernier souffle. Je ne vais pas m'attarder sur cette période, parce que ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment profondément savent exactement ce que je ressentais. Et ceux qui ne l'ont pas encore vécu n'ont pas besoin que je leur décrive cette douleur en détail pour la comprendre un jour. Ce que je peux vous dire, c'est que la mort de Sylvie a changé ma relation avec Antoine d'une façon que je n'avais pas anticipée. Nous étions les 2 hommes restants d'une famille qui avait toujours eu Sylvie comme centre de gravité. Sans elle, nous avons eu du mal à trouver comment nous parler l'un à l'autre. Antoine venait me voir moins souvent. Les appels téléphoniques devenaient plus courts, plus formels. Je crois qu'il avait sa propre douleur à traverser, et je crois que ma présence lui rappelait trop clairement ce que nous avions perdu tous les 2. Je n'ai jamais voulu le forcer à venir vers moi plus qu'il ne le pouvait. J'ai attendu. C'est ce que font les pères, je crois. Nous attendons, même quand attendre nous coûte cher. Antoine a terminé ses études de commerce à Lyon, puis il a pris un poste dans une entreprise de conseil à Paris. C'est là-bas, dans les cercles parisiens de jeunes cadres ambitieux, qu'il a rencontré Camille Berthier, la fille de Jean-Luc Moreau. Le monde est parfois d'une ironie que même les meilleurs romanciers n'oseraient pas inventer. Camille avait grandi à Bordeaux, dans une maison qui n'avait jamais connu la ruine, parce que, 30 ans plus tôt, un homme qu'elle ne connaîtrait jamais
avait tendu la main à son père au téléphone. Antoine ne savait rien de cette histoire, bien sûr. Comment aurait-il pu savoir? Je n'en avais jamais parlé, ni à lui, ni à personne d'autre que Sylvie, et Sylvie n'était plus là pour lui raconter quoi que ce soit. Quand Antoine m'a annoncé qu'il allait épouser Camille Berthier, fille de Jean-Luc Moreau, propriétaire d'un domaine viticole respecté du Médoc, je n'ai rien dit sur le lien du passé. Je me suis dit que ce n'était pas à moi de m'immiscer dans l'histoire de mon fils, avec une révélation qui appartenait à un accord privé conclu bien avant sa naissance. J'ai simplement été heureux pour lui, sincèrement heureux, et j'ai attendu de rencontrer cette famille avec l'espoir tranquille d'un père qui souhaite voir son fils construire quelque chose de solide. La première fois que j'ai rencontré les Berthier, ou plutôt les Moreau, puisque c'était le nom de Jean-Luc, c'était lors d'un dîner organisé à Bordeaux, dans une grande maison en pierre blonde entourée de vignes, qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Jean-Luc m'a serré la main avec une politesse professionnelle, sans aucune reconnaissance visible dans son regard. Je crois qu'il ne m'avait jamais vu en personne auparavant. Nos échanges, 30 ans plus tôt, s'étaient faits entièrement par téléphone et par courrier. Il ne savait probablement même pas à quoi je ressemblais. Ce dîner a été le premier moment où j'ai senti, sans pouvoir mettre de mots précis dessus, une distance particulière entre ma façon d'être et celle de cette famille. Tout était élégant chez eux d'une élégance qui semblait naturelle, comme si elle coulait dans leurs veines depuis des générations. Les verres à vin étaient d'un cristal que je ne savais même pas nommer. Les conversations tournaient autour de voyages, de relations mondaines, de noms de famille que je ne connaissais pas mais qui semblaient importants pour eux. Je me suis senti, ce soir-là, comme un homme qui avait mis le bon costume, mais pas la bonne conversation. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose parce que je pense que c'est important. Je n'ai jamais eu honte de qui j'étais. J'ai commencé avec rien, j'ai bâti quelque chose de solide avec mes mains et avec ma tête, et j'ai donné du travail à des centaines de familles pendant 3 décennies. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose dont un homme doit s'excuser, mais j'ai senti, ce soir-là et dans les mois qui ont suivi, que pour cette famille, ma simplicité n'était pas perçue comme une force. Elle était perçue comme un embarras potentiel. Je dois m'arrêter un instant ici. Ce que je m'apprête à vous raconter maintenant touche à quelque chose de plus douloureux, et je veux être sûr que vous êtes toujours avec moi avant de continuer. D'où regardez-vous ce soir? Votre ville, votre région, votre pays? Dites-le moi en commentaire. Je promets de tous les lire. Et si vous avez déjà ressenti cette sensation particulière de ne pas être à sa place dans une famille, même une famille que vous aimez, sachez que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Un like si cette histoire vous parle. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que c'est là que les choses ont commencé à se compliquer vraiment. Antoine a commencé à changer subtilement dans les mois qui ont précédé le mariage. Pas de façon brutale, rien qu'un homme extérieur aurait pu remarquer facilement. Mais moi, son père, j'ai vu les petits signes s'accumuler un par un. Il évitait certains sujets quand nous étions au téléphone. Il me demandait de ne pas trop parler de l'usine devant les Moreau, prétextant que ce n'était pas le genre de conversation qui les intéressait. Il a commencé à me suggérer, avec une délicatesse qui essayait de ne pas blesser, mais qui blessait quand même, que peut-être je pourrais porter un costume différent, quelque chose de plus moderne, pour la cérémonie. Je me souviens d'un appel téléphonique en particulier, environ 2 mois avant le mariage. Antoine m'appelait pour discuter des derniers détails de l'organisation. Il y a eu un silence. Un de ces silences qui pèsent plus lourd que n'importe quelle phrase, avant qu'il ne me dise, presque en s'excusant lui-même de le dire, que la famille de Camille avait des amis très importants qui viendraient au mariage, des gens du monde des affaires et de la politique locale, et qu'il espérait que je comprendrais s'il devait organiser le placement des invités d'une certaine façon. Je lui ai dit que je comprenais. Et honnêtement, sur le moment, je pensais réellement comprendre. Je me disais qu'un mariage est un jour compliqué à organiser, avec des égos et des sensibilités de toutes parts, et qu'un père doit savoir s'effacer un peu pour laisser son fils vivre sa propre vie sans interférence.
Ce que je ne savais pas encore, c'est jusqu'où cet effacement allait être poussé. J'ai continué à préparer ma venue au mariage avec la même sincérité tranquille que j'avais mise dans tout ce que j'avais fait pour Antoine depuis sa naissance. J'ai sorti du placard le costume que Sylvie avait choisi pour moi des années auparavant, un costume gris anthracite qu'elle avait insisté pour acheter chez un tailleur du centre de Lyon, en me disant en riant que même un homme discret devait avoir au moins un beau costume dans sa vie. Je l'avais porté à peu d'occasions depuis sa mort. Le porter pour le mariage de notre fils me semblait juste. Cela me semblait être une façon de l'amener avec moi, elle qui n'était plus là pour voir Antoine se marier. J'ai aussi préparé, sans en parler à personne, un cadeau pour les jeunes mariés. Rien d'extravagant, encore une fois dans l'esprit de discrétion qui avait toujours guidé ma vie. Un virement modeste sur un compte que j'avais ouvert pour eux, accompagné d'une lettre manuscrite où j'exprimais ma joie et mes espoirs pour leur vie ensemble. J'ai écrit cette lettre un soir dans mon bureau, avec la photo de Sylvie posée devant moi sur la table, et je me souviens avoir pensé qu'elle aurait été si fière de voir notre fils se marier. La veille du mariage, j'ai pris la route depuis Lyon jusqu'à Bordeaux, un trajet de plus de 5 heures que j'ai fait seul dans ma voiture, avec la radio allumée sur une station qui passait de vieilles chansons françaises, celles que Sylvie aimait fredonner en cuisinant. Je me souviens de la lumière particulière de cet après-midi de juin, cette lumière dorée qui traverse la campagne française en fin de journée et qui donne à chaque champ, à chaque village traversé, une sorte de douceur mélancolique. J'ai pensé, pendant tout ce trajet, à tout le chemin parcouru depuis ce petit appartement au-dessus de la boulangerie à Lyon, jusqu'à ce jour où j'allais voir mon fils unique se marier dans une grande demeure viticole du Médoc. Je suis arrivé à l'hôtel réservé pour les invités en fin d'après-midi, et j'ai passé la soirée seul dans ma chambre, révisant mon discours dans ma tête, un discours que je ne savais pas encore que je n'aurais jamais l'occasion de prononcer devant l'Assemblée. J'avais préparé quelques mots simples sur Antoine enfant, sur la fierté d'un père, sur l'espoir que Camille et lui construisent une vie aussi belle que celle que j'avais eu la chance de connaître avec Sylvie, même si cette vie avait été écourtée trop tôt. Le matin du mariage, je me suis levé tôt, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire depuis mes années à diriger l'usine. J'ai bu mon café seul sur la petite terrasse de l'hôtel, regardant le soleil se lever sur les vignes environnantes, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une sorte de paix tranquille, mêlée à une nervosité douce, celle d'un père qui s'apprête à voir son fils franchir une étape importante de sa vie. Je me suis habillé avec soin dans le costume gris anthracite de Sylvie, j'ai noué ma cravate devant le miroir de la salle de bain, et j'ai pris un moment pour me regarder, vraiment me regarder, comme on ne le fait pas assez souvent quand on vieillit. J'ai vu un homme de 56 ans, les cheveux grisonnants sur les tempes, le visage marqué par des décennies de travail et par le deuil, mais j'ai vu aussi, je crois, quelque chose de digne dans ce reflet. Un homme qui n'avait jamais triché, jamais menti, jamais abandonné personne qui comptait sur lui. Je suis arrivé au domaine viticole vers midi, l'heure prévue pour l'arrivée des invités avant la cérémonie qui devait commencer à 14 heures. Le parc était déjà rempli de voitures élégantes, de femmes en robe de couturier et d'hommes en costume qui semblaient tous sortir du même magazine. Je me suis avancé vers l'entrée principale, cherchant du regard mon fils, quand un jeune homme en costume noir, visiblement un employé chargé de l'organisation, s'est approché de moi avec un sourire poli mais légèrement crispé. Il m'a demandé mon nom, a consulté une liste sur sa tablette, puis m'a dit, avec une politesse qui essayait de masquer un malaise évident, qu'il allait me conduire à ma place. Je l'ai suivi, pensant naturellement qu'il m'emmenait vers la salle principale où la cérémonie allait se dérouler. Mais au lieu de cela, il m'a fait contourner le bâtiment principal, m'a fait passer par une porte de service à l'arrière et m'a conduit dans un couloir étroit qui menait vers les cuisines. Je me souviens du bruit avant même de voir la pièce, le cliquetis des couverts qu'on préparait, les voix pressées du personnel de cuisine, l'odeur du vin qu'on décantait et des plats qu'on finissait de préparer. Le jeune homme s'est arrêté devant une petite pièce attenante aux cuisines, à peine plus grande qu'un débarras, où une simple chaise en plastique blanc était posée contre un mur, avec une petite fenêtre haute qui laissait entrer un peu de lumière. Sur le dossier de la chaise, un morceau de papier était scotché, avec ces mots écrits à la main.
Réservé, Père. Je vais m'arrêter ici pour cette partie de l'histoire, parce que ce moment mérite qu'on lui laisse tout son poids avant de continuer. Je veux vous poser une question avant de reprendre. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où vous avez compris, en une seule seconde, que quelque chose d'important dans votre vie n'était plus comme vous le pensiez? Si oui, dites-le moi dans les commentaires, avec votre ville et votre pays, si vous le souhaitez. Je serais sincèrement touché de savoir que je ne suis pas seul à avoir vécu ce genre de moment. Mettez un like si cette histoire commence à vous toucher. Abonnez-vous, parce que ce qui vient ensuite dans cette histoire, je ne l'ai jamais raconté à personne avant aujourd'hui. Je reprends maintenant, et je vous emmène avec moi dans cette petite pièce derrière la cuisine. Je suis resté debout un long moment devant cette chaise, incapable de bouger, incapable même de former une pensée claire. Le jeune homme, visiblement mal à l'aise, m'a expliqué d'une voix hésitante que la salle principale était complète, que la famille avait dû faire des choix difficiles pour le placement compte tenu du nombre important d'invités importants, et qu'on m'avait réservé cette place pour que je puisse tout de même assister à la cérémonie depuis un endroit tranquille. Il a ajouté, comme si cela pouvait adoucir la situation, que je pourrais entendre les discours à travers la petite fenêtre qui donnait sur le jardin arrière, où un haut-parleur diffusait le son de la cérémonie pour le personnel de cuisine. Je me suis assis. Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis assis plutôt que de partir immédiatement, de reprendre ma voiture et de rentrer à Lyon sans un mot. Je pense que c'est parce que j'avais fait une promesse à Sylvie des années auparavant sur son lit d'hôpital, alors qu'elle savait qu'elle ne verrait jamais notre fils se marier. Elle m'avait fait promettre d'être là pour lui, quoi qu'il arrive, le jour de son mariage. Elle m'avait dit, avec cette sagesse tranquille qu'elle avait toujours eue, que les enfants ont parfois besoin de leurs parents d'une façon qu'ils ne savent pas exprimer et qu'un père doit être présent même quand sa présence n'est pas célébrée. Alors, je me suis assis sur cette chaise en plastique blanc, dans mon costume gris anthracite, avec la lettre pour les jeunes mariés dans la poche intérieure de ma veste, et j'ai attendu que la cérémonie commence. Le son de la cérémonie me parvenait à travers la petite fenêtre haute, mêlé au bruit incessant de la cuisine derrière moi. J'entendais des bribes de musique, des applaudissements étouffés, la voix d'un officiant que je ne pouvais pas voir prononçant des mots que je ne pouvais qu'à moitié comprendre. Je me souviens avoir fermé les yeux à un moment donné et avoir essayé d'imaginer la scène. Antoine debout devant l'assemblée, dans le costume que j'imaginais élégant, attendant Camille, qui remontait probablement une allée bordée de fleurs blanches. J'aurais tellement voulu voir cela de mes propres yeux, voir le visage de mon fils au moment où il apercevrait sa future épouse. C'est un moment qu'un père ne devrait jamais avoir à imaginer plutôt que voir. Le personnel de cuisine s'affairait autour de moi sans vraiment me prêter attention, comme si j'étais devenu une sorte de meuble supplémentaire dans cette pièce exiguë. Une jeune femme en tenue de serveuse m'a apporté, à un moment donné, un verre d'eau, avec un regard qui contenait plus de compassion silencieuse que tout ce que j'avais reçu de la famille de mon fils depuis mon arrivée. Elle ne m'a rien dit, mais son regard disait tout ce qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute. Je veux marquer une pause importante ici, parce que cette partie de l'histoire touche quelque chose de très profond, et je veux être sûr que ceux qui m'écoutent sont vraiment avec moi. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre région, votre pays? Écrivez-le en commentaire, cela compte vraiment pour moi de savoir qui partage ce moment avec moi. Et si vous avez déjà ressenti cette solitude particulière d'être présent physiquement quelque part, tout en étant complètement invisible aux yeux de ceux qui devraient en vous voir, sachez que je comprends exactement ce sentiment. Un like m'aiderait à faire connaître cette histoire à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. Abonnez-vous pour la suite, parce que ce qui va se passer ensuite, personne ne l'a vu venir, pas même moi. Je continue maintenant. Pendant que j'étais assis dans cette petite pièce, mon esprit a commencé à dériver vers le passé, comme il le fait souvent quand le présent devient trop douloureux à affronter directement. Je me suis souvenu d'Antoine enfant, peut-être 7 ou 8 ans, m'attendant chaque soir à la porte de l'usine quand je rentrais du travail. Il courait vers moi à travers la cour, ses petites chaussures claquant sur le gravier, et il me demandait toujours la même chose. « Papa,
Est-ce qu'on a fabriqué quelque chose d'important aujourd'hui? Je lui répondais toujours oui, même les jours où nous n'avions produit que des pièces ordinaires, parce que je voulais qu'il comprenne que chaque pièce, aussi petite soit-elle, avait de l'importance pour quelqu'un quelque part. Je me suis souvenu aussi de Sylvie, dans les derniers mois de sa maladie, me demandant de lui raconter des histoires sur l'entreprise, sur les employés, sur les défis que nous surmontions ensemble. Elle disait que ces histoires lui donnaient de la force, qu'elle lui rappelait que la vie que nous avions construite ensemble avait un sens, même quand son corps commençait à la trahir. Je me suis demandé, assis sur cette chaise en plastique, ce qu'elle aurait pensé de voir son mari relégué derrière une cuisine le jour du mariage de leur fils unique. C'est à ce moment précis, alors que mon esprit vagabondait entre passé et présent, que j'ai entendu quelque chose à travers le haut-parleur qui diffusait le son de la cérémonie. Une voix d'homme, assurée, avec un léger accent du sud-ouest de la France, qui prenait la parole pour ce qui semblait être le discours officiel de la famille, de la mariée. J'ai reconnu immédiatement cette voix, non pas parce que je l'avais entendue récemment, mais parce que quelque chose en moi, une sorte de mémoire ancienne, s'est réveillé instantanément. C'était Jean-Luc Moreau. Il parlait avec l'aisance d'un homme habitué au discours public, remerciant les invités d'être venus célébrer l'union de sa fille Camille avec Antoine. Il évoquait avec émotion le parcours de sa fille, son enfance dans les vignes du Médoc, sa réussite professionnelle, sa rencontre avec Antoine à Paris. Puis, alors que je pensais que son discours suivrait le déroulement habituel de ce genre de cérémonie, quelque chose a changé dans le ton de sa voix. Je vais reprendre mon souffle un instant, parce que ce moment mérite qu'on lui laisse toute sa place avant de continuer. Je veux vous poser une question avant de reprendre. Est-ce que vous êtes du genre de personne qui croit que certaines dettes, même silencieuses, même oubliées par tous sauf par ceux qui les portent, finissent toujours par trouver un chemin pour se rappeler à nous? Dites-le moi dans les commentaires, avec votre ville si vous le souhaitez. Et si cette histoire vous tient en haleine, laissez un like. Cela m'aide vraiment à faire connaître cette histoire à d'autres personnes. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce qui va suivre, je m'en souviens comme si c'était hier, alors que 30 ans s'étaient écoulés depuis notre premier échange téléphonique avec Jean-Luc. Je reprends maintenant. Jean-Luc Moreau a marqué une pause dans son discours, un silence qui, même à travers le haut-parleur grésillant, semblait chargé de quelque chose d'inhabituel. Puis, il a repris la parole, mais cette fois d'une voix plus posée, plus grave, comme un homme qui s'apprête à dire quelque chose qu'il n'avait pas prévu de dire mais qu'il ne pouvait plus taire. Il a raconté à l'Assemblée, sans donner de nom au début, l'histoire d'une entreprise viticole qui, 30 ans plus tôt, avait failli disparaître complètement. Il a parlé des nuits sans sommeil, des appels aux banques qui refusèrent de l'écouter, de la peur de devoir annoncer à ses employés que leur emploi n'existerait plus dans quelques semaines. Il a décrit, avec une émotion palpable, même à travers les grésillements du haut-parleur, le jour où il avait passé un dernier appel désespéré à un homme qu'il connaissait à peine, à Lyon, dans l'espoir mince d'obtenir un délai de paiement. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine en écoutant ces mots, parce que je savais exactement de quelle histoire il parlait. C'était mon histoire. C'était la sienne. C'était la nôtre. Jean-Luc a continué, expliquant que cet homme, au lieu de simplement lui accorder un délai, lui avait proposé un contrat de fourniture sur 5 années complètes, à des conditions qui avaient sauvé non seulement son entreprise, mais l'emploi de chacun de ses ouvriers. Il a dit que cet homme n'avait jamais demandé la moindre reconnaissance publique, qu'il avait même explicitement demandé que cet accord reste confidentiel, comme si aider quelqu'un dans le besoin était simplement une chose normale à faire et non un acte méritant des applaudissements. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait me redresser sur ma chaise en plastique, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Il a dit qu'il avait appris récemment, par un simple hasard de conversation avec sa fille, que cet homme était présent aujourd'hui, dans cette même salle, à ce mariage. Le silence qui a suivi cette phrase, même à travers le haut-parleur de mauvaise qualité relié aux cuisines, était d'une densité que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai imaginé, sans pouvoir le voir, les regards des invités se tournant les uns vers les autres, cherchant à comprendre de qui parlait Jean-Luc Moreau, cherchant dans la salle un visage qu'ils ne connaissaient pas encore comme important.
Puis, j'ai entendu sa voix reprendre, plus forte cette fois, résonnant clairement à travers le haut-parleur. Il a demandé, directement, au microphone, devant tous les invités rassemblés, où se trouvait l'homme qui avait payé le salaire de sa famille pendant 30 ans. Je vais m'arrêter ici pour cette partie de l'histoire, parce que ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi mérite d'être raconté avec tout le détail qu'il mérite, et je ne veux pas le précipiter. Avant de continuer, je veux vous remercier sincèrement d'être resté avec moi jusqu'ici. Dites-moi d'où vous m'écoutez, votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aime savoir si je parle à quelqu'un au début de sa soirée ou tard dans la nuit. Ce sont des moments différents, même si les mots que je prononce restent les mêmes. Laissez un like si cette histoire vous tient en haleine. Abonnez-vous pour la suite, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et celle-ci, je vous le promets, va vous surprendre jusqu'au bout. La partie 2 commence maintenant, avec ce qui s'est passé quand quelqu'un dans cette salle a fini par se souvenir exactement où j'avais été placé. Je suis resté figé sur cette chaise en plastique blanc pendant ce qui m'a semblé une éternité, alors que la question de Jean-Luc Moreau flottait encore dans l'air, amplifiée par le haut-parleur grésillant accroché au mur de la cuisine. Où se trouve l'homme qui a payé le salaire de ma famille pendant 30 ans? Cette phrase tournait dans ma tête comme une pièce de monnaie qui n'en finit pas de retomber. J'entendais, à travers le mur, un murmure grandissant parmi les invités, ce genre de bourdonnement collectif qui monte quand plusieurs centaines de personnes se posent la même question en même temps, sans qu'aucune d'entre elles ne connaisse la réponse. Une des serveuses, celle qui m'avait apporté un verre d'eau un peu plus tôt, s'est approchée de la porte de la petite pièce où j'étais assis, visiblement alertée par les allées et venues soudaines dans la salle principale. Elle m'a regardé avec une expression étrange, mélange de confusion et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Elle m'a demandé, d'une voix hésitante, si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma gorge s'était nouée d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Sylvie. Je veux prendre un moment ici pour vous parler directement, parce que ce qui s'est passé ensuite a changé quelque chose en moi de façon permanente, et je veux que vous soyez pleinement présent avec moi pour cette partie. Dites-moi d'où vous regardez ce soir, votre ville, votre région. Écrivez-le dans les commentaires. Je les lis absolument tous, même des jours après la publication. Et si vous avez déjà vécu un moment où la vérité, après des années de silence, a soudainement voulu se faire entendre malgré vous, sachez que je comprends parfaitement ce que cela fait. Mettez un like si cette histoire vous accompagne ce soir. Abonnez-vous, parce que ce que je vais vous raconter maintenant, je ne l'ai jamais partagé avec personne avant de m'asseoir devant cette caméra. Je reprends. Un homme est entré dans le couloir menant à la cuisine quelques instants plus tard. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, parce que 30 ans avaient passé depuis que j'avais entendu parler de lui, et je ne l'avais jamais vu en personne à cette époque-là. Mais quand il s'est approché de la petite pièce et qu'il m'a regardé, j'ai vu quelque chose se figer dans ses yeux, comme un homme qui reconnaît soudainement un visage qu'il n'a jamais vu, mais qu'il attendait pourtant depuis longtemps. C'était Jean-Luc Moreau lui-même. Il avait quitté l'estrade en plein milieu de son propre discours, avait traversé la salle principale, était passé par les cuisines, avait suivi le même chemin que j'avais suivi quelques heures plus tôt, mais dans la direction inverse. Il portait un costume sombre parfaitement coupé, et son visage, un visage que je n'avais jamais vu que dans mon imagination pendant toutes ces années, portait les marques d'un homme qui avait beaucoup travaillé, beaucoup souffert, et probablement beaucoup pensé à la dette qu'il portait envers un inconnu de Lyon. Il s'est arrêté devant moi, et pendant quelques secondes, ni lui ni moi n'avons dit un mot. Puis il a demandé, d'une voix qui tremblait légèrement malgré son assurance habituelle, si j'étais Thierry Dubois. J'ai hoché la tête, incapable de trouver ma voix immédiatement. Il s'est alors avancé, m'a pris la main entre les siennes, une poignée de main qui n'avait rien de protocolaire. Quelque chose de plus profond, presque paternel malgré le fait que nous avions à peu près le même âge, et il m'a dit qu'il me cherchait depuis 30 ans, sans même savoir qu'il me cherchait. Je vais m'arrêter une seconde ici, parce que ce moment mérite qu'on le laisse respirer avant de continuer. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre pays? Dites-le moi en commentaire,
Et si vous avez déjà connu ce sentiment particulier d'être reconnu, vraiment reconnu, après des années où vous vous sentiez invisible, un like m'aiderait à savoir que cette histoire vous touche vraiment. Abonnez-vous pour la suite, parce que ce qui va se passer dans la salle principale, dans les prochaines minutes, va changer complètement le cours de cette journée. Je continue maintenant. Jean-Luc Moreau m'a expliqué, dans ce couloir exigu qui sentait encore le vin et les plats préparés, qu'il avait découvert mon identité seulement quelques semaines auparavant, lors d'une conversation anodine avec Camille au sujet du fiancé de sa fille. Elle avait mentionné, sans y attacher d'importance particulière, que le père d'Antoine dirigeait une entreprise industrielle du côté de Lyon, spécialisée dans les équipements pour les usines. Jean-Luc avait alors demandé, presque par curiosité machinale, le nom exact de cette entreprise. Quand Camille avait prononcé le nom Dubois Industries, quelque chose s'était réveillé dans la mémoire de Jean-Luc, un souvenir enfoui depuis 3 décennies, mais jamais complètement effacé. Il s'était souvenu, m'a-t-il dit, du nom de l'homme qui avait signé ce contrat providentiel 30 ans plus tôt, un nom qu'il n'avait jamais eu l'occasion de prononcer à voix haute depuis, parce que je le lui avais demandé, et parce qu'il respectait la parole donnée avec une rigueur presque religieuse. Mais il n'avait jamais oublié ce nom. Thierry Dubois. Il l'avait gardé quelque part dans un coin de sa mémoire, comme on garde une dette qu'on espère toujours pouvoir honorer un jour, même quand on ne sait pas comment, ni quand cette occasion se présentera. Quand il avait compris, quelques semaines avant le mariage, que le père du fiancé de sa fille était probablement le même homme qui avait sauvé son entreprise, sa famille, la vie de centaines d'employés, il m'a avoué avoir passé plusieurs nuits sans dormir, à se demander comment aborder le sujet, à se demander s'il devait m'en parler directement ou attendre, à se demander ce qu'un tel hasard signifiait vraiment. Il avait finalement décidé de ne rien dire avant le mariage lui-même, voulant vérifier discrètement avec son propre comptable, en retrouvant les archives de l'entreprise datant de 30 ans, que ses souvenirs étaient bien exacts. Ce qu'il n'avait pas prévu, m'a-t-il dit avec une émotion visible dans les yeux, c'est qu'en cherchant du regard dans la salle principale, au moment de préparer son discours, il ne trouverait nulle part la présence de l'homme qu'il pensait honorer implicitement à travers ses mots. Il avait demandé discrètement à un membre du personnel où se trouvait le père du marié, et c'est cette réponse, murmurée à son oreille, juste avant qu'il ne monte sur l'estrade, qui l'avait bouleversé au point de modifier son discours en plein milieu. Je veux prendre un moment pour vous parler directement, parce que ce que je m'apprête à vous raconter maintenant touche à quelque chose de très profond dans mon cœur. Dites-moi d'où vous m'écoutez ce soir. Votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un jour été traité comme s'il était moins important que ce qu'il méritait réellement, partagez peut-être cette histoire avec lui. Parfois les gens ont besoin d'entendre que la vérité finit toujours, d'une façon ou d'une autre, par trouver son chemin vers la lumière. Un like et un abonnement m'aideraient énormément à continuer à raconter ces histoires. Je reprends maintenant parce que ce qui s'est passé ensuite, dans cette salle principale, je ne l'oublierai jamais, tant que je vivrai. Jean-Luc Moreau m'a tendu la main, non pas pour une poignée de main formelle cette fois, mais pour m'inviter à me lever et à le suivre. Je me souviens avoir hésité, une part de moi encore paralysée par l'humiliation de ces dernières heures, une autre part se demandant si je devais vraiment perturber davantage une cérémonie qui appartenait, après tout, à Antoine et Camille, et non à moi. Jean-Luc, comme s'il lisait dans mes pensées, m'a dit une phrase que je porte encore aujourd'hui comme un des plus beaux cadeaux qu'un étranger m'ait jamais fait. Il m'a dit que le jour où sa famille avait failli tout perdre, personne n'était venu lui demander s'il était prêt à être aidé publiquement ou en privé. J'avais simplement agi. Aujourd'hui, m'a-t-il dit, c'était son tour d'agir, sans me demander la permission, parce que certaines dettes méritent d'être honorées ouvertement, même quand celui qui les a créées préférerait rester dans l'ombre. Je me suis levé de cette chaise en plastique blanc, j'ai ajusté ma veste, et j'ai suivi Jean-Luc Moreau à travers le couloir des cuisines, sentant les regards du personnel se poser sur moi avec une curiosité nouvelle, comme si quelque chose venait de changer dans la hiérarchie invisible qui organise ces événements. Nous sommes arrivés à la porte qui séparait les cuisines de la salle principale, et Jean-Luc s'est arrêté un instant, m'a regardé droit dans les yeux,
et m'a dit simplement « merci » avant de pousser la porte. La salle principale s'est ouverte devant moi comme un tableau que je n'avais imaginé qu'à travers des sons étouffés pendant des heures. Des centaines d'invités, assis à des tables rondes couvertes de nappes blanches et de bouquets de fleurs, tous tournés vers l'entrée, tous silencieux, tous les yeux fixés sur cette porte par laquelle je venais d'apparaître aux côtés de Jean-Luc Moreau. Je pouvais voir, au loin, l'estrade où Antoine et Camille étaient assis, encadrés par les tables d'honneur, et je pouvais voir le visage de mon fils, pâle, figé, incapable de comprendre immédiatement ce qui se passait. Je vais m'arrêter ici un instant parce que je sens que ce moment mérite d'être savouré avant de continuer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai traversé cette salle, sous les yeux de tous ces invités, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes du genre à croire que la justice, même silencieuse, même tardive, finit toujours par arriver d'une manière ou d'une autre? Dites-le moi dans les commentaires, avec votre ville, si vous le souhaitez. Et si cette histoire vous tient en haleine, un like m'aiderait vraiment à la faire connaître à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin ce soir. Abonnez-vous pour la suite, parce que ce que Jean-Luc a dit à voix haute devant toute cette assemblée, je m'en souviens mot pour mot. Et je vais vous le raconter maintenant. Je continue. Jean-Luc Moreau a repris le microphone que quelqu'un lui avait tendu. Alors que je me tenais debout à ses côtés, encore vêtu du costume gris anthracite que Sylvie avait choisi pour moi des années auparavant. Il a regardé l'assemblée, puis s'est tourné légèrement vers moi, comme pour s'assurer que j'étais bien là, physiquement présent, avant de reprendre la parole. Il a expliqué à l'assistance, avec une clarté et une émotion qui contrastaient fortement avec le ton mondain qu'avait pris son discours jusque-là, l'histoire complète de ce qui s'était passé 30 ans plus tôt. Il n'a rien caché, ni la gravité de la crise que traversait son entreprise à l'époque, ni la peur qu'il avait ressentie de devoir licencier des dizaines d'employés qu'il connaissait personnellement depuis des années, ni le désespoir qui l'avait poussé à passer ce coup de fil à un homme qu'il connaissait à peine, dans l'espoir mince d'obtenir un simple délai de paiement. Il a raconté que cet homme, au lieu de profiter de sa position de force pour négocier des conditions avantageuses, ou pour racheter son entreprise à bas prix, comme d'autres l'auraient probablement fait, avait choisi de lui tendre la main d'une façon qui dépassait largement toute logique commerciale ordinaire. Il a insisté sur ce point avec une intensité particulière, en disant que, dans le monde des affaires, la générosité véritable, celle qui ne cherche aucune contrepartie et aucune reconnaissance, est une chose extrêmement rare, presque suspecte, tant elle semble aller à l'encontre de la logique habituelle des transactions humaines. Puis il s'est tourné complètement vers moi, m'a désigné du regard devant toute l'assemblée, et a dit que l'homme qui se tenait à ses côtés en ce moment même était celui qui avait sauvé son entreprise, sa famille, et l'emploi de centaines de personnes, 30 ans plus tôt, sans jamais rien demander en retour, pas même la reconnaissance publique qu'il recevait aujourd'hui, malgré lui, devant cette assemblée. Je veux marquer une pause ici, parce que ce moment était trop important pour être raconté à la va-vite. Avant de continuer, je veux savoir d'où vous m'écoutez ce soir. Votre ville, votre pays. Laissez-le dans les commentaires. Et quelle heure il est chez vous en ce moment? J'aime imaginer où se trouvent les personnes qui partagent ce moment avec moi pendant que je raconte cette histoire. Un like et un abonnement m'aideraient vraiment à continuer à partager ces histoires avec vous chaque jour. Je reprends maintenant parce que ce qui s'est passé ensuite dans cette salle a été un moment que je n'oublierai jamais. Un silence total s'est abattu sur la salle, un silence si profond que j'ai pu entendre distinctement le bruit d'une chaise qui grinçait légèrement quelque part au fond et le souffle du vent à travers les grandes portes vitrées ouvertes sur les vignes. Puis, lentement, comme une vague qui se forme au loin avant de venir s'échouer sur le rivage, les invités ont commencé à applaudir. D'abord timidement, quelques personnes seulement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que toute la salle soit debout, applaudissant sans que je comprenne complètement pourquoi ce simple geste me touchait autant après tant d'années de discrétion. Je regardais Antoine pendant que cela se passait. Je voulais voir son visage, comprendre ce qu'il ressentait en cet instant précis. Ce que j'ai vu m'a bouleversé plus que tout le reste de cette journée réunie. Mon fils, debout à côté de sa jeune épouse, avait le visage inondé de larmes, et ses yeux, fixés sur moi, portaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années.
Une reconnaissance véritable, mêlée à une honte profonde, mêlée à un amour qu'il n'avait peut-être jamais su exprimer aussi clairement qu'en cet instant silencieux où les mots n'étaient plus nécessaires. Jean-Luc Moreau m'a alors pris par le bras, avec une douceur qui n'avait rien de protocolaire, et m'a conduite à travers la salle jusqu'à la table d'honneur, où une place avait été rapidement ajoutée, juste à côté d'Antoine. Je me souviens d'avoir marché à travers cette salle, entre ces tables rondes couvertes de nappes blanches, sous les regards de centaines d'invités que je ne connaissais pas, mais qui, en cet instant, semblaient tous partager la même émotion, un mélange de surprise, d'admiration, et peut-être aussi, pour certains, d'un peu de honte silencieuse pour avoir accepté, sans poser de questions, que le père du marié soit relégué derrière une cuisine. Je veux vous raconter maintenant ce qui s'est passé quand je suis arrivé à cette table d'honneur, parce que les instants qui ont suivi ont été parmi les plus intenses et les plus complexes de toute ma vie, mélangeant une joie profonde à une douleur que je ne m'attendais pas à ressentir aussi fortement, au milieu de tant de générosité soudaine. Avant de continuer, je veux prendre un moment pour vous remercier d'être resté avec moi jusqu'ici, à travers ces 3 premières parties de cette histoire. Dites-moi d'où vous regardez ce soir, votre ville, votre région, votre pays. Écrivez-le dans les commentaires, cela compte vraiment pour moi. Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose ce soir, un like serait la plus belle façon de me le montrer. Abonnez-vous pour la suite, parce que ce qui reste à raconter dans cette histoire va vous surprendre encore, d'une façon différente de ce que vous imaginez peut-être en ce moment. Je continue maintenant. Antoine s'est levé de sa chaise quand je suis arrivé près de la table, et pendant quelques secondes, ni lui ni moi n'avons su exactement quoi faire. Nous nous sommes regardés. 2 hommes qui partageaient le même sang, mais qui, ces derniers mois, avaient semblé partager de moins en moins de choses véritables, et j'ai vu dans ses yeux une bataille intérieure évidente entre la joie de me voir enfin reconnu publiquement et la honte accablante de comprendre ce qu'il avait permis, ou au moins toléré, en m'installant dans cette petite pièce derrière la cuisine. C'est lui qui a fait le premier geste. Il s'est avancé et m'a pris dans ses bras, une étreinte qui n'avait rien de cérémonial, quelque chose de brut et de sincère, comme celle d'un petit garçon qui retrouve son père après une longue absence. J'ai senti son corps trembler légèrement contre le mien, et j'ai compris qu'il pleurait sans bruit, la tête posée contre mon épaule, exactement comme il le faisait enfant quand quelque chose le bouleversait trop pour qu'il puisse en parler directement. Je n'ai rien dit pendant ce moment, j'ai simplement posé ma main sur son dos, comme je le faisais quand il était petit, et j'ai attendu que ce moment trouve naturellement sa fin, sans le précipiter, parce que je savais que certaines choses ne peuvent pas être exprimées avec des mots, seulement avec une présence silencieuse et patiente. Camille, sa jeune épouse, s'est approchée à son tour, visiblement émue elle aussi, bien qu'elle ne me connaisse que depuis quelques mois à travers les rares rencontres organisées avant le mariage. Elle m'a serré la main avec une chaleur sincère et m'a dit qu'elle était profondément désolée pour ce qui s'était passé, qu'elle n'avait pas été impliquée dans la décision concernant le placement, mais qu'elle se sentait néanmoins responsable de ne pas avoir vérifié personnellement que tout se déroulait comme il se devait pour le père de son mari. Je veux marquer une pause ici, parce que je sens qu'il est important de vous parler directement à ce moment de l'histoire. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre pays? Laissez-le dans les commentaires. Et si vous avez déjà eu à pardonner quelqu'un que vous aimiez profondément, tout en portant encore la douleur de ce qu'il vous avait fait, dites-moi comment vous avez géré ce mélange complexe de sentiments. Un like m'aiderait à savoir que cette réflexion vous touche. Abonnez-vous pour la suite de cette histoire, parce que ce qui va se passer dans les heures suivantes de cette journée mérite d'être raconté avec toute l'attention qu'il mérite. Je reprends maintenant. Une fois installé à la table d'honneur, à côté d'Antoine, j'ai eu le temps d'observer véritablement, pour la première fois de la journée, l'ampleur de cette cérémonie. La décoration florale qui ornait chaque table, composée de roses blanches et de branches d'olivier, les grandes fenêtres ouvertes sur les vignes du domaine qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil de juin, l'orchestre installé discrètement,
dans un coin de la salle, tout cela composait un tableau d'une élégance que je n'avais fait qu'entrevoir depuis la petite fenêtre haute de la pièce où j'avais été placé quelques heures plus tôt. Jean-Luc Moreau est venu s'asseoir près de moi peu après, une fois que le service du repas eut repris son cours normal, et nous avons enfin pu échanger, pour la première fois de nos vies, une véritable conversation en face à face, après 30 ans de relations purement téléphoniques et épistolaires. Je lui ai demandé comment son entreprise s'était développée au fil des décennies, et il m'a raconté, avec une fierté visible, mais toujours empreinte d'une certaine humilité, comment le domaine viticole qu'il avait failli perdre était devenu l'une des propriétés respectées de l'appellation Pauillac, produisant aujourd'hui des vins reconnus au-delà même des frontières françaises. Il m'a raconté aussi, avec une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher, comment il avait pensé à moi à plusieurs reprises au fil des années, sans jamais oser transgresser ma demande initiale de rester dans l'anonymat. Il m'a dit qu'il avait souvent voulu, à l'occasion d'une bonne année de récolte particulièrement fructueuse, m'envoyer une caisse de son meilleur millésime pour marquer sa reconnaissance, mais qu'il n'avait jamais osé le faire, craignant que ce geste ne soit perçu comme une violation de notre accord tacite. Je lui ai avoué à mon tour que je n'avais jamais regretté ce choix de discrétion, mais que quelque part, sans jamais me l'être formulé clairement, j'avais peut-être espéré secrètement qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, la vérité de cet accord trouverait le chemin de la lumière. Non pas pour ma propre gloire, mais pour que Sylvie, où qu'elle soit désormais, puisse voir que la bonté silencieuse qu'elle m'avait toujours encouragé à cultiver n'avait pas été vaine. Je veux prendre un moment ici pour vous parler de quelque chose qui me semble important, et je veux savoir d'où vous m'écoutez ce soir avant de continuer. Votre ville, votre région, votre pays, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous croyez, comme moi, que la générosité véritable n'a besoin d'aucun témoin pour avoir de la valeur, mais que parfois la vie choisit malgré tout de révéler ses gestes au grand jour, laissez un like pour me faire savoir que cette philosophie vous parle aussi. Abonnez-vous pour la suite, parce qu'il reste encore beaucoup à raconter sur cette journée qui a changé, de façon définitive, la relation entre mon fils et moi. Je continue maintenant. Après le repas, alors que les invités s'étaient dispersés dans le grand jardin du domaine pour profiter de la douceur de l'après-midi, Antoine m'a demandé de le suivre à l'écart, loin des regards et des conversations mondaines. Nous avons marché ensemble le long d'une allée bordée de vignes, un silence pesant entre nous, jusqu'à ce que nous atteignions un petit banc de pierre à l'ombre d'un vieux chêne, isolé du reste de la fête. Il s'est assis, et je me suis assis à côté de lui, comme nous avions l'habitude de le faire quand il était adolescent, et que quelque chose le tracassait, au point qu'il avait besoin de parler avec son père, loin des oreilles indiscrètes. Il est resté silencieux un long moment, regardant ses mains posées sur ses genoux, avant de finalement prendre la parole. Il m'a dit qu'il avait honte, pas seulement de ce qui s'était passé aujourd'hui, mais de la façon dont il s'était comporté envers moi ces derniers mois, dans les semaines précédant le mariage. Il m'a avoué que la famille de Camille, sans jamais rien dire explicitement de méprisant à mon sujet, avait une façon de parler des gens qui l'avaient progressivement amené à ressentir une gêne à propos de ma simplicité, de mon absence de statut social visible, de tout ce qui, à leurs yeux mondains, aurait pu sembler modeste comparé à leur propre univers. Il m'a raconté qu'il avait eu peur, une peur profonde et irrationnelle, que je ne sois pas suffisamment impressionnant pour cette famille, que ma présence discrète et mon absence d'ostentation puissent être perçues comme un manque, alors qu'en réalité, il le savait maintenant, c'était exactement le contraire qui était vrai. Il m'a dit qu'il avait laissé cette peur guider ses décisions, sans jamais oser me parler ouvertement de ce qu'il ressentait, préférant m'éloigner discrètement plutôt que d'affronter la conversation difficile qu'il aurait dû avoir avec moi bien avant ce jour. Je veux marquer une pause ici, parce que je pense que ce que mon fils m'a confié ce jour-là mérite d'être partagé avec vous dans toute sa vulnérabilité. D'où me regardez-vous en ce moment? Votre ville, votre pays, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez déjà eu peur, vous aussi, que quelqu'un que vous aimez ne soit pas accepté par des gens dont l'opinion vous importait trop, et que cette peur vous ait fait agir d'une façon dont vous n'êtes pas fier aujourd'hui, sachez que reconnaître cette erreur, comme mon fils l'a fait ce jour-là, demande un courage immense.
Un like et un abonnement m'aideraient vraiment à continuer à partager ces réflexions avec vous. Je reprends maintenant. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout sans l'interrompre, parce que je sentais qu'il avait besoin de vider complètement ce qu'il portait depuis des mois, peut-être même depuis des années. Quand il a enfin terminé, les yeux rougis mais le visage plus détendu que je ne l'avais vu depuis longtemps, je lui ai dit quelque chose que j'avais préparé mentalement pendant tout le trajet depuis Lyon, sans savoir à quel point ces mots allaient devenir nécessaires. Je lui ai dit que je n'avais jamais construit mon entreprise, ni mené ma vie entière, dans l'espoir d'être admiré ou impressionnant aux yeux de qui que ce soit. Je lui ai dit que la seule chose que j'avais toujours voulu, depuis le premier jour où je l'avais tenu dans mes bras à l'hôpital Édouard Herriot, c'était qu'il devienne un homme honnête, capable de distinguer ce qui compte vraiment de ce qui n'est que de l'apparence. Je lui ai dit que le costume que je portais ce jour-là, celui que Sylvie avait choisi pour moi des années auparavant, n'était peut-être pas le plus élégant de cette assemblée, mais qu'il portait quelque chose de plus précieux que n'importe quel tissu de luxe pouvait offrir. Il portait l'amour d'une femme qui avait cru en moi depuis le premier jour et qui aurait été profondément blessée de voir son fils oublier, même un instant, ce qui avait vraiment de la valeur dans une vie humaine. Antoine a pleuré à nouveau à ce moment-là, mais différemment cette fois, comme si quelque chose en lui se libérait enfin d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Il m'a demandé pardon, non pas une seule fois, mais plusieurs, comme s'il avait besoin de le répéter pour que ces mots deviennent vraiment réels entre nous. Je lui ai pardonné immédiatement, sans hésitation, parce qu'un père qui a construit sa vie entière sur des valeurs de générosité et d'honnêteté ne peut pas, en toute cohérence, refuser le pardon à son propre enfant quand celui-ci reconnaît sincèrement ses torts. Je veux prendre un moment ici pour vous parler directement, parce que cette conversation avec mon fils reste, encore aujourd'hui, l'un des moments les plus importants de toute ma vie. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre région? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait penser à votre propre relation avec un parent ou avec un enfant, à des choses que vous n'avez peut-être jamais osé dire à voix haute, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour avoir cette conversation. Un like m'aiderait à faire connaître cette histoire à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin ce soir. Abonnez-vous, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et celle-ci n'est pas encore terminée. Je continue maintenant. Nous sommes restés assis sur ce banc de pierre pendant un long moment, sans parler, simplement présents l'un à côté de l'autre, regardant le soleil descendre lentement au-dessus des rangées de vignes qui s'étendaient devant nous. Je me souviens avoir pensé à ce moment précis que Sylvie aurait été fière de voir cette scène. Deux hommes qu'elle aimait profondément, retrouvant enfin une vérité qu'ils avaient tous deux laissé s'échapper par peur, par malentendu, par cette distance douloureuse que le deuil avait installée entre nous sans que ni l'un ni l'autre ne sache vraiment comment la combler. Antoine a fini par me demander comment j'avais connu Jean-Luc Moreau. Curieux de comprendre les détails de cette histoire dont il n'avait jamais entendu parler. Je lui ai raconté pour la première fois de ma vie à voix haute devant quelqu'un d'autre que Sylvie l'histoire complète de ce contrat conclu 30 ans plus tôt, les circonstances de la crise que traversait alors l'entreprise viticole des Moreau, ma décision de tendre la main sans rien demander en retour, et ma demande explicite de rester dans l'anonymat total. Antoine m'a écouté avec une attention que je ne lui avais pas vue depuis des années. Et quand j'ai terminé mon récit, il est resté silencieux un moment avant de me dire quelque chose qui m'a profondément touché. Il m'a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi j'avais toujours vécu de façon si simple, pourquoi je n'avais jamais cherché à impressionner qui que ce soit avec des signes extérieurs de richesse, parce que la vraie richesse que j'avais accumulée au fil de ma vie n'était pas dans les biens matériels que je possédais, mais dans les vies que j'avais touchées et parfois sauvées, sans jamais avoir besoin que le monde entier le sache. Je veux m'arrêter un instant ici, parce que je sens que cette partie de l'histoire touche à quelque chose de très profond dans mon cœur. Et je veux être sûr que vous êtes toujours avec moi avant de continuer vers la suite. D'où regardez-vous ce soir? Votre ville, votre pays? Écrivez-le dans les commentaires, Et si vous croyez, vous aussi, que la vraie mesure d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il possède,
mais dans ce qu'ils donnent sans rien attendre en retour, laissez un like pour partager cette conviction avec moi. Abonnez-vous pour la suite de cette histoire, parce qu'il reste encore beaucoup à raconter sur cette soirée qui a changé, de façon définitive, la relation entre mon fils et moi, ainsi que sur ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi ce mariage. Je continue maintenant, et je vous emmène vers la fin de cette journée extraordinaire. Nous sommes retournés vers la fête peu de temps après, alors que le soleil commençait à décliner véritablement, teintant le ciel au-dessus des vignes d'une couleur orangée que je n'oublierai jamais. Les invités s'étaient regroupés autour de la piste de danse improvisée dans le jardin, et l'orchestre jouait maintenant des morceaux plus entraînants, marquant le passage de la cérémonie solennelle vers la célébration joyeuse que devient toujours un mariage une fois que les discours officiels sont terminés. Antoine m'a pris par le bras, et devant tous les invités rassemblés, il m'a annoncé, d'une voix forte et claire qui portait dans tout le jardin, qu'il voulait proposer un toast supplémentaire, non pas prévu dans le programme officiel de la journée. Il a levé son verre et a dit, avec une émotion qui a fait taire immédiatement toutes les conversations environnantes, qu'il voulait remercier publiquement son père, moi, pour tout ce que j'avais fait dans sa vie, pour les valeurs que je lui avais transmises et pour la leçon d'humilité et de dignité que je venais de lui enseigner ce jour même, sans même avoir eu besoin de prononcer un seul mot de reproche. Les invités ont applaudi à nouveau, et j'ai vu, parmi eux, plusieurs visages qui semblaient sincèrement émus par ce moment, des personnes que je ne connaissais pas mais qui, en cet instant, partageaient tous quelque chose ensemble. Cette reconnaissance particulière qui naît quand une injustice, aussi petite soit-elle en apparence, est publiquement réparée devant tous ceux qui l'avaient observée sans réagir. Je veux marquer une dernière pause pour cette partie de l'histoire, parce que ce qui reste à raconter mérite d'être développé avec tout le soin nécessaire dans la suite de ce récit. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre région, votre pays. Dites-le moi dans les commentaires, je les lis absolument tous. Et si cette histoire vous a touché jusqu'ici, un like et un abonnement seraient la plus belle façon de me le montrer et de m'aider à continuer à partager ces histoires chaque jour. La suite de cette journée et tout ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi entre Antoine et moi mérite d'être raconté avec la même attention que tout ce que je viens de vous confier. Restez avec moi, parce que cette histoire n'est pas encore terminée et ce qu'il reste à découvrir vous touchera peut-être encore plus profondément que ce que vous avez déjà entendu ce soir. Le mariage d'Antoine et de Camille s'est terminé tard dans la nuit, sous les étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus des vignes du Médoc, et je suis reparti ce soir-là avec un cœur plus léger que je ne l'avais eu depuis la mort de Sylvie. Mais je veux vous raconter maintenant ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi cette journée extraordinaire, parce que la vraie mesure d'une réconciliation ne se juge pas dans l'émotion d'un seul instant, mais dans la constance des jours qui viennent après. Avant de continuer, je veux prendre un moment pour vous remercier sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à cette dernière partie de l'histoire. Dites-moi d'où vous m'écoutez ce soir. Votre ville, votre région, votre pays. Écrivez-le dans les commentaires. Cela compte vraiment pour moi de savoir qui a partagé ce voyage avec un vieux bonhomme comme moi. Et si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, un like serait la plus belle façon de me le montrer. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et je serai heureux de vous retrouver bientôt. Je reprends maintenant pour vous emmener vers la fin de ce récit. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été marquées par un changement que je n'osais pas espérer aussi profond. Antoine a commencé à m'appeler chaque dimanche, sans exception, non plus pour de brèves conversations de politesse, mais pour de véritables échanges où il me demandait mon avis sur des décisions professionnelles, où il me parlait de ses projets avec Camille, où il me posait des questions sur Sylvie, sur notre histoire, sur les années où j'avais construit l'entreprise seule avec elle à mes côtés. Je crois qu'il cherchait, à travers ces conversations, à combler une distance qu'il regrettait amèrement d'avoir laissé s'installer entre nous. 3 mois après le mariage, Antoine et Camille sont venus me rendre visite à Lyon, dans la maison où j'avais élevé mon fils, la même maison modeste où Sylvie et moi avions vécu
toute notre vie de couple sans jamais ressentir le besoin de déménager vers quelque chose de plus grand ou de plus prestigieux. Camille a insisté pour visiter l'usine, curieuse de voir de ses propres yeux ce que son beau-père avait construit de ses mains. Et je me souviens encore de son visage quand elle a marché entre les lignes de production, saluant les ouvriers par leurs prénoms, après qu'Antoine les lui eut présentés, prenant le temps d'écouter leurs explications sur le fonctionnement des machines avec un intérêt qui m'a semblé parfaitement sincère. Je veux marquer une pause ici, parce que ce moment de la visite de l'usine a représenté pour moi quelque chose d'important. Et je veux être sûr que vous êtes toujours avec moi avant de continuer. D'où regardez-vous ce soir? Votre ville, votre pays? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous avez déjà eu la joie de voir quelqu'un que vous aimez découvrir enfin, avec des yeux nouveaux, le travail auquel vous avez consacré votre vie entière, vous savez exactement à quel point ce moment peut être précieux. Un like m'aiderait à savoir que cette réflexion vous touche aussi. Abonnez-vous pour la suite de cette histoire, parce qu'il reste encore beaucoup à vous raconter sur ce que cette journée a changé, de façon durable, dans ma vie et dans celle de ma famille. Je continue maintenant. Jean-Luc Moreau et moi sommes également restés en contact après le mariage, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée 3 décennies plus tôt, quand notre relation se limitait à quelques appels téléphoniques strictement professionnels. Il m'a invité, quelques mois après la cérémonie, à passer un week-end dans son domaine viticole, non plus en tant qu'invité mystérieux relégué derrière une cuisine, mais en tant qu'ami véritable, en tant qu'homme qu'il considérait désormais comme faisant partie intégrante de l'histoire de sa propre famille. Nous avons passé, lui et moi, de longues heures assis sous la terrasse de sa maison, entourés par les rangées de vignes qui avaient survécu grâce à cet accord conclu 30 ans plus tôt, à parler de nos vies respectives, de nos épouses, de nos enfants, de tout ce que le temps avait fait de nous. Il m'a raconté, avec une émotion qui ne s'était pas atténuée malgré les années, à quel point les nuits qui avaient précédé notre premier accord avaient été terribles pour lui, à quel point il avait cru, à plusieurs reprises, qu'il ne pourrait plus jamais regarder ses employés dans les yeux s'il devait leur annoncer la fermeture de l'entreprise familiale. Je lui ai confié à mon tour que ce contrat que j'avais signé 3 décennies plus tôt n'avait jamais été pour moi un acte de charité ou de générosité calculée. Je lui ai expliqué que j'avais simplement reconnu, dans sa voix tremblante au téléphone ce jour-là, quelque chose que je connaissais intimement, la peur d'un homme qui porte sur ses épaules la responsabilité de la vie de dizaines de familles, une responsabilité que je portais moi-même chaque jour dans mon propre atelier. Je lui ai dit que ce genre de peur crée entre 2 hommes, même s'ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, une forme de fraternité silencieuse que peu de gens comprennent véritablement. Je veux prendre un moment ici pour vous parler directement, parce que cette amitié tardive avec Jean-Luc Moreau reste, encore aujourd'hui, l'un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait offert dans mes dernières années. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre région, votre pays. Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous croyez, vous aussi, qu'un acte de bonté sincère peut créer des liens qui traversent des décennies entières sans jamais s'affaiblir, laissez un like pour partager cette conviction avec moi. Abonnez-vous, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et j'aimerais vraiment continuer à les partager avec vous. Je reprends maintenant pour vous raconter comment cette histoire a également transformé ma relation avec mon propre fils sur le long terme. 1 an après le mariage, Antoine et Camille m'ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Je me souviens avoir pleuré en apprenant cette nouvelle, non seulement de joie pour la venue de ce petit être qui allait bientôt faire partie de ma vie, mais aussi parce que je pensais immédiatement à Sylvie, à tout ce qu'elle aurait donné pour connaître ce moment, pour tenir dans ses bras son premier petit enfant. J'ai porté ce mélange de joie et de tristesse avec moi pendant plusieurs jours, avant de comprendre que la meilleure façon d'honorer sa mémoire était précisément de vivre pleinement cette joie nouvelle, sans laisser le deuil éteindre la lumière que représentait cette naissance à venir. Antoine m'a demandé, à ce moment-là, si j'accepterais d'être présent régulièrement dans la vie de cet enfant, non pas comme un grand-père distant qui apparaît occasionnellement lors des grandes occasions familiales, mais comme une présence véritable et quotidienne,
comme celle que Sylvie et moi avions toujours voulu offrir à nos propres enfants si nous en avions eu davantage. Il m'a dit qu'il voulait que son enfant grandisse en connaissant véritablement son grand-père, en connaissant l'histoire de cet homme discret qui avait construit une entreprise entière avec ses mains, qui avait sauvé la vie professionnelle de centaines de familles sans jamais chercher la reconnaissance, et qui portait dans son cœur une bonté que 30 années de silence n'avaient jamais réussi à effacer. Je veux m'arrêter un instant ici, parce que cette demande de mon fils reste, encore aujourd'hui, l'une des choses les plus touchantes qu'il m'ait jamais dites. D'où regardez-vous ce soir? Votre ville, votre pays? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous êtes vous-même grand-père ou grand-mère, ou si vous espérez le devenir un jour, dites-moi ce que cela signifie pour vous de transmettre votre histoire à la génération suivante. Un like m'aiderait à savoir que cette réflexion vous parle. Abonnez-vous pour la suite, parce qu'il reste encore quelques réflexions importantes à partager avec vous avant de terminer véritablement cette histoire. Je continue maintenant. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire des années après qu'elle se soit produite, mon petit-fils a grandi dans une maison où la vérité et l'humilité sont célébrées comme des valeurs essentielles, non parce que je l'ai exigé, mais parce qu'Antoine et Camille ont choisi, ensemble, de faire de cette leçon un fondement de l'éducation qu'ils lui offrent. Je passe désormais chaque dimanche avec eux, dans la maison qu'ils ont construite près de Bordeaux, non loin du domaine des Moreau, et je regarde ce petit garçon grandir avec la même joie tranquille que j'avais ressentie en regardant grandir Antoine, des décennies plus tôt. Je pense souvent, en repensant à cette journée du mariage, à cette chaise en plastique blanc dans la petite pièce derrière la cuisine, avec ce morceau de papier scotché au dossier, qui disait simplement « Réservé, Père ». Je ne ressens plus, aujourd'hui, la moindre amertume envers cette humiliation. Je crois même, avec le recul que seules les années peuvent offrir, que cette chaise a représenté quelque chose d'important dans le parcours de mon fils. Elle a été le moment précis où il a compris, de façon définitive et irréversible, la différence entre les apparences que l'on croit importantes et la vérité profonde de ce qui compte réellement dans une vie humaine. Je veux prendre un moment maintenant pour vous parler directement, à vous qui m'avez écouté jusqu'à cette dernière partie de mon histoire, parce que je crois que ce que j'ai vécu porte une leçon qui dépasse largement ma propre expérience personnelle. Si vous êtes un père ou une mère qui se sent parfois relégué, effacé, ou moins important aux yeux de vos propres enfants à cause de votre simplicité, de votre discrétion ou de tout ce qui, dans le regard superficiel du monde, pourrait sembler modeste, je veux que vous sachiez ceci. La véritable valeur d'un être humain ne se mesure jamais aux apparences extérieures, au titre, à la richesse visible ou au statut social. Elle se mesure aux vies que vous avez touchées, aux mains que vous avez tendues, sans rien demander en retour, à la dignité avec laquelle vous avez traversé les moments où le monde ne vous accordait pas la reconnaissance que vous méritiez. Je veux aussi m'adresser directement aux enfants adultes qui m'écoutent ce soir, à ceux qui, peut-être, ont laissé la peur du jugement social les éloigner d'un parent qu'ils aiment profondément. Je veux que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître une erreur, pour demander pardon, pour retrouver le chemin vers ceux qui vous ont tout donné, sans jamais rien exiger en retour. Mon fils a eu le courage de reconnaître sa faute devant moi, devant sa propre épouse, devant une assemblée entière d'invités, et ce courage a transformé non seulement notre relation, mais toute la trajectoire de sa propre vie et celle de son enfant. Je veux marquer une dernière pause avant de conclure cette histoire, parce que je sens que ce message est important, et je veux qu'il trouve véritablement son chemin jusqu'à vous. D'où me regardez-vous ce soir? Votre ville, votre région, votre pays? Dites-le moi dans les commentaires, une dernière fois pour cette histoire. Et si quelque chose de ce que j'ai raconté ce soir va rester avec vous après avoir terminé cette vidéo, dites-moi quoi, j'aimerais vraiment le savoir. Un like et un abonnement m'aideraient énormément à continuer à partager ces histoires avec vous chaque jour, parce que chacune d'entre elles porte une leçon différente que je crois importante à transmettre. Je continue maintenant vers la conclusion de ce récit qui m'a tant appris sur moi-même. Cette histoire m'a également enseigné quelque chose sur la nature véritable de la générosité. J'avais toujours cru, tout au long de ma vie,
que donner sans attendre de retour était la forme la plus pure de bonté, et je le crois toujours profondément aujourd'hui. Mais j'ai appris, à travers ce qui s'est passé ce jour-là dans ce domaine viticole du Médoc, que parfois, la vie choisit de révéler ses gestes silencieux d'une façon qui dépasse notre volonté personnelle, non pas pour nous récompenser égoïstement, mais pour rappeler à ceux qui nous entourent, et particulièrement à ceux que nous aimons le plus, que la véritable richesse d'un être humain se cache souvent derrière une modestie que le monde a trop tendance à négliger. Je pense aussi, en repensant à cette journée, à Sylvie, et à tout ce qu'elle m'avait appris pendant nos années ensemble sur la valeur du silence et de la discrétion. Elle disait souvent qu'un homme qui parle beaucoup de sa générosité en diminue la valeur, tandis qu'un homme qui donne dans le silence porte en lui quelque chose de plus précieux encore. Je crois qu'elle aurait été fière, ce jour-là, de voir que la discrétion qu'elle m'avait toujours encouragé à cultiver avait fini par porter des fruits qu'aucun de nous deux n'aurait pu imaginer 30 ans plus tôt. Antoine m'a récemment confié, lors d'un de nos dîners dominicaux, qu'il raconte désormais cette histoire à son propre fils, encore trop jeune pour la comprendre pleinement, mais qui grandira en connaissant l'histoire de son grand-père, l'histoire d'un homme qui a construit quelque chose d'important avec ses mains, qui a sauvé des vies professionnelles sans jamais chercher la reconnaissance, et qui a enseigné à son propre fils, malgré lui, la différence entre les apparences et la vérité profonde de ce qui compte réellement. Je veux terminer cette histoire en vous remerciant sincèrement, du fond du cœur, d'être resté avec moi jusqu'à cette dernière partie. Vous m'avez accompagné à travers un moment de ma vie que je n'avais jamais raconté à voix haute avant de m'asseoir devant cette caméra, et le simple fait que vous ayez pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout signifie beaucoup pour moi. Si cette histoire vous a touché ce soir, d'une façon ou d'une autre, je vous demande de laisser un commentaire avec un seul mot. Ce mot est « mérité ». Si vous avez vraiment écouté cette histoire dans son entièreté, vous comprendrez exactement pourquoi j'ai choisi ce mot précis, parce que cette histoire parle avant tout de reconnaissance méritée après des années de silence et de dignité méritée même quand le monde semble l'oublier. Je vous demande aussi de mettre un like si cette histoire a compté pour vous ce soir, parce que cela m'aide énormément à faire connaître ces récits à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin ce soir. Des personnes qui se sentent peut-être elles-mêmes invisibles, oubliées ou moins importantes aux yeux de ceux qu'elles aiment. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, chacune portant sa propre leçon de vie, sa propre réflexion sur la dignité humaine, sur la famille, sur la valeur véritable des choses. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui pourrait avoir besoin d'entendre que la vérité et la dignité finissent toujours d'une façon ou d'une autre par trouver leur chemin vers la lumière, partagez cette histoire avec cette personne. Peut-être qu'elle en a besoin aujourd'hui, plus qu'elle ne le laisse paraître. De là où je me trouve ce soir dans ma maison de Lyon, avec la photo de Sylvie toujours posée sur mon bureau et le costume gris anthracite toujours suspendu avec soin dans mon armoire, à là où vous êtes en ce moment, je veux vous dire merci. Merci d'avoir donné de votre temps à un vieil homme qui avait besoin, une fois dans sa vie, de raconter cette histoire à voix haute. Prenez soin des gens que vous aimez, même quand ils ne semblent pas comprendre immédiatement la valeur de ce que vous leur offrez. Et souvenez-vous toujours que la dignité véritable ne se trouve jamais dans la place que l'on vous accorde autour d'une table, mais dans la constance tranquille avec laquelle vous continuez à aimer, même quand on essaie de vous faire asseoir derrière une porte de cuisine. Prenez soin les uns des autres. Bonne nuit.